Salut tout le monde, aujourd'hui ce sera la review du chapitre 55 de Dragon Ball Super. Et je suppose que si vous êtes ici, c'est que vous avez vu le chapitre en question, mais je vais vous faire un bref résumé quand même. Dans ce chapitre, nous apprenons un tout petit peu plus sur l'identité de Mérus. Alors que dans le chapitre précédent, nous spéculions qu'il était un ange, et bien ceci s'avère vrai. Le grand prêtre et Whis discutent de cela justement, sur le fait que Mérus entraîne Sangoku. Jusque-là tout va bien car les anges ont le droit d'entraîner des mortels, enfin des humains, des Saiyans, bref vous m'avez compris, mais n'ont pas le droit de se battre directement avec leur pouvoir d'ange. D'où le fait que Mérus utilisait les armes des mortels pour pouvoir agir au sein de la patrouille galactique. Dans la foulée, nous apprenons que Whis entraîne surtout Goku et Vegeta pour la bouffe qu'il y a sur Terre. Enfin bon. Le grand prêtre, quant à lui, explique que fauteur de trouble ou pas, il ne veut pas perdre un ange. Car si les anges désobéissent aux règles divines, ils seront effacés. Suite à ça, nous allons enfin sur la planète Yardrat après un chapitre d'absence d'entraînement de Vegeta pour voir où il en est. Et nous apprenons que tout ce temps qu'il était déjà là, notre Vegeta, il va seulement apprendre les capacités des Yardrat. Tout ce qu'il a fait pour l'instant, c'est sauter sur des pics et quelques exercices du genre, de maîtrise de ki, de soi, de tout ce que vous voulez, d'esprit, bref. Le doyen Yardrat utilisera une technique de soin sur Vegeta, ce qui va l'impressionner. Et j'ai pas compris. Vegeta se demande s'il pourra apprendre une telle technique, mais Vegeta, dans le champ de bataille, c'est un DPS, c'est pas un healer. Bref, j'ai trouvé ce truc un peu étrange venant de la part de Vegeta. Et chose encore plus étrange, c'est que le doyen de Yardrat lui dit qu'il ne pourra pas atteindre ce genre de technique. Comme je dis, d'un côté, bon, moi ça m'arrange, Vegeta healer, non, j'en veux pas, clairement. Mais il dit que c'est un niveau de technique compliqué, mais Dende il peut soigner, le Kaioshin il peut soigner de souvenirs. Bref, c'est pas la première personne qui peut soigner, donc bref, j'ai trouvé l'argument un peu inutile. Je voyais pas ce que ça va faire ici, bref. Et alors que Vegeta allait commencer à apprendre des techniques Yardrat, un des hommes de Moro vient alors semer la pagaille. Son nom, Yuzen. Ce Yuzen est de la même espèce que Zarbon, l'un des deux membres rapprochés de la garde Freezer, celui qui pouvait se transformer en monstre. Vegeta va donc découvrir les bienfaits de son entraînement, c'est-à-dire copier des techniques d'un autre animé, et nous lâcher un Spirit Gun de Yu Yu Hakusho. Bon ok, je suis mauvaise langue. Disons juste qu'à un doigt, il va réussir à faire ce que normalement il faisait avec une main, c'est-à-dire une sorte de mini Big Bang Attack qui va raser un bon morceau de la ville. Et bien amocher le fameux Yuzen. Sauf qu'ici aussi un autre truc me dérange. Je veux bien admettre que Vegeta de base voulait peut-être envoyer une petite attaque et se retrouve à balancer une grosse boule d'énergie. Mais avec cette attaque, il a seulement égratigné Yuzen. Alors que là, on nous montre quand même un Vegeta qui a je ne sais pas trop combien d'années d'entraînement par rapport au Vegeta de la planète Namek. À mon avis, là, il aurait normalement dû l'éclater en un coup. Justement, avec une boule chargée à ce point, ça aurait dû tuer le mec en un coup. Je suis désolé. Bref, Dragon Ball Super et les rapports de puissance, une très longue histoire. Les hommes de main de Yuzen attaqueront Vegeta et se feront rétamer en 2-2. Jusque là, on est raccord. Et Yuzen claquera lui aussi sa forme monstrueuse comme Zarbon l'avait fait à l'époque pour affronter Vegeta. Forme monstrueuse qui ressemblera dans l'idée à un dragon crocodile par rapport à celle de Zarbon qui faisait vraiment gueule de crapaud. Et ce chara design me fera rappeler le monstre Orochi de Dragon Quest 3, de souvenir. Je tiens à rappeler que Toriyama est à l'origine des designs des monstres de Dragon Quest, etc. Le Yuzen provoquera Vegeta et se fera rétamer très rapidement. Et ce, à coup de deux cases iconiques que nous avons déjà vues dans Dragon Ball. La première, le coup de poing retourné de Gohan contre Boo, et la seconde, le méga kick de couleur. Vegeta sera étonné de sa propre puissance qu'il vient de dégager. Le doyen Yardrat expliquera que Vegeta ne maîtrisait pas parfaitement son énergie, et que maintenant c'est le cas. Enfin, plus exactement, son corps et son esprit n'étaient pas en harmonie, donc il n'arrivait pas à projeter correctement son énergie. Sauf que j'ai envie de dire que non. Vegeta c'est un peu le mec qui te balançait des Final Flash à l'arc-ciel, ou qui claquait un impact final dans Boo, quand il était Majin Vegeta là, qui a réalisé le Gamma Burst Flash, évolution du Final Flash dans l'arc Zamasu. J'ai un argument ultime, Vegeta dans le tournoi du pouvoir dans le manga, il a failli se faire éjecter quand Kale elle a déployé son pouvoir là, si je me souviens bien, et il a fait une épée de ki
comme végétaux. Et après on nous dit qu'il sait pas bien projeter son énergie. Du coup c'est encore un peu flou pour moi à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par pas bien projeter correctement son pouvoir, son ki, bref. Si on nous ramène un Vegeta qui te fait une projection astrale en mode je balance un stand de Jojo Bizarre d'Aventure pour qu'il tape à ma place pendant ce temps-là, Vegeta il fait d'autres trucs à côté, là ouais, là je dirais qu'il maîtrise à 100% son énergie, il peut faire des trucs avec, mais sinon je vois pas vraiment ce qu'ils veulent dire. J'espère avoir des explications par la suite. Et du coup Yuzen ça va l'énerver, qui n'arrive pas à battre Vegeta, un mec random sur la planète qui était pas prévu au programme, et il chargera un bâtiment avec son énergie pour pouvoir le projeter et le contrôler à distance. Et alors qu'il était sur le point de perdre, Yuzen bat en retraite disant que Moro va attaquer la Terre. Et en se barrant, le bâtiment qui était chargé en énergie, qui semble faire un effet boomerang, reviendra dans le vaisseau de Yuzen, ce qui va le tuer tout seul. Je veux qu'on donne un Darwin Award à ce mec. Et après ces événements, Vegeta réagira enfin que la Terre est menacée, et devra apprendre une technique au plus vite pour pouvoir contrer Moro. Et pendant ce temps-là, Moro continue de bouffer des planètes pour pouvoir atteindre le paroxysme de sa puissance. Et ce chapitre marque une ellipse de 2 mois, comme prévu. Et nous reprenons avec Goku et Merus qui décident de lancer un dernier entraînement pour tester les nouvelles capacités de Goku. Et à ce moment, nous voyons certainement l'une des cases les plus intéressantes de tout ce chapitre, la jambe de Goku qui passe de l'état normal à l'état Migate no Gokui. C'est très distinguable avec l'aura qui apparaît autour de la jambe que nous avons vu dans le tournoi du pouvoir. Par contre, nous ne savons pas quelle forme a atteint Sangoku, car dans le manga papier, il n'y a pas de réelle différence graphique entre la forme maîtrisée et non maîtrisée du Migate. Quant à lui, Merus allait déployer ses pleins pouvoirs, et nous voyons une auréole d'ange apparaître autour de son cou. Et leur affrontement sera interrompu par Whis. Et Merus l'interpellera en disant « Frère ?» Ce qui suscitera l'interrogation de notre Goku, qui, contrairement au Goku de l'anime, se révèle un tout petit peu moins débile, et comprendra la situation que Whis et Merus ont le droit d'entraîner les humains, mais pas de se battre directement avec eux. Mais Goku se pose la question de qu'est-ce qu'il advient d'un ange qui combat un mortel. Et Whis lui expliquera tout simplement qu'un ange qui enfreint les règles est éradiqué sans qu'il ne reste aucune trace de lui. C'est ainsi que Merus atteint sa limite de temps dans le royaume des mortels et doit retourner au royaume des anges, le tout revêtissant ses habits d'ange. D'ailleurs, on apprend qu'il est sous la tutelle de Whis à ce moment-là du coup. Par conséquent, j'imagine qu'il est une sorte de stagiaire à ce niveau-là. Un peu comme les Kaioshin qui ont un apprenti. Sauf que là, ce serait le même équivalent chez les anges. Enfin bon, c'est que mon avis. Et Whis et Merus s'envoleront, laissant Goku un peu en plan, avec un vaisseau de la patrouille galactique. Et là, Goku aura une réaction que j'ai pas compris non plus. Le gars il dit que il pourra pas rentrer tout seul. Mais Goku il maîtrise le déplacement instantané il me semble. Tout ce qu'il faut pour que Goku utilise le déplacement instantané, c'est qu'il repère une puissance pour pouvoir s'y déplacer. C'est pas comme si aux quatre coins de leur univers il y avait des mecs surpuissants. Et même tout bêtement il peut aller faire un petit aller-retour chez Kaio pour lui dire qu'il a toujours pas pensé à le ressusciter, et hop, filer en direction de la Terre. Tout ça ressemble à une excuse scénaristique pour pouvoir faire venir Goku en retard. Un peu comme dans l'arc des Saiyans, là, quand il devait traverser le chemin du serpent, faire le retour pour pouvoir rentrer tabasser Nappa et Vegeta. Je sens que ça va nous faire comme dans l'arc Namek, il va appuyer un peu sur tous les boutons et la capsule elle va retourner à son lieu d'origine ou à la dernière planète qu'elle a visitée. Et de mon côté, je vois pas Goku débarquer en vaisseau en plein milieu de la bataille contre Moro. Non, il va certainement revenir en déplacement instantané de manière ultra badass. Enfin, j'espère. En fait, ça me fait rire parce que j'ai dit que j'allais faire juste un petit résumé grosso merdeux, au final je vous ai raconté le chapitre. Et je remarque que beaucoup de youtubeurs ils font ça. Mais si vous venez voir une review, c'est que normalement vous avez vu le chapitre. Enfin bon, c'est pas le plus important. Du coup, tout le long que je faisais le résumé, je vous ai expliqué ce qui n'allait pas pour moi. Mais faut quand même dire ce qui va dans cette histoire, sinon c'est pas intéressant. Le petit match d'exhibition de Vegeta était quand même très sympa. Le truc cassait pas 3 pattes à un canard, mais c'était pas le but. Au moins on apprend que Vegeta saurait un peu mieux contrôler son énergie. Comme j'ai expliqué vite fait, ça peut déboucher sur des trucs de fou.
Imaginez une projection de Vegeta qui va taper à sa place comme un stand ou une connerie du genre. Ou une autre technique qui aurait complètement aucun sens et aucun intérêt, mais genre un canon Garrick téléguidé ou ce genre de conneries. Ouais non, en fait ça sonnait mieux dans ma tête. Mais ouais, en tout cas, le petit match d'exhibition, il était très très bien dessiné. Les cases hommages, bon, ça reste des cases hommages, je pense qu'elles étaient pas nécessaires, mais au moins ça avait de la gueule. Et le fait de ramener un mec de la même race que Zarbon là, c'était sympa. Parce que c'est des personnages qu'on a vus une fois dans tout Dragon Ball, on en a pas réentendu parler. Et là, Toyotaro il remet en avant pas mal d'espèces extraterrestres qu'on a pu voir dans le manga par le passé, et franchement, c'est sympa. Parfois on a beau dire que certaines actions de Toyotaro sont à rallonge, mais là je trouve que ça a été assez expéditif, c'était cool. Faudrait voir un peu plus de trucs comme ça, je dirais. Enfin bon, voilà pour le cas Vegeta, j'ai rien d'exceptionnel à dire parce que bon, il y a un peu plus de mauvais que de bon sur ce sujet-là pour moi. Mais c'était quand même bien de le voir un peu en action après plusieurs chapitres d'inactivité. Pour le cas Mérus, eh bien le fait que ce soit un ange, c'était cramé à des kilomètres. Bien que j'avais un petit espoir du fait qu'il n'était pas exactement de la même couleur, qu'il n'avait pas un nom en rapport avec l'alcool comme tous les autres anges, qu'il appartienne à une autre espèce de divinité. Mais au moins ça reste logique et c'est ça qui est bien. Du coup il est sous la tutelle de Whis. Sincèrement, ça me ferait marrer de le voir ramener de la bouffe à Whis et Beerus. Le pauvre il se ferait tellement maltraiter. Ah ouais, je tiens aussi à rajouter un dernier petit truc par rapport à Mérus tant que j'en parle. Le personnage, je le vois pas durer pour les arcs suivants. S'il y en a, bien sûr. Et j'ai vu par rapport à un tweet du chef Otaku que lui et moi on était à peu près sur la même longueur d'onde par rapport à ce personnage. Sauf que pour le coup j'étais un petit peu l'oracle avant l'oracle. Et je pense que ouais, Mérus il va essayer de se sacrifier et du coup ça va porter en faveur de Goku et Vegeta. Et par conséquent, le grand prêtre va devoir l'effacer. Ou peut-être Zeno, et ça prouverait une sorte de petite preuve de maturité de sa part, quoi. Que le ballon de rugby, là, il est peut-être un peu teubé sur les bords, mais il sait et connaît les lois qu'il a établies. Ou qu'ils ont été établies. Bref, voilà ce que j'avais à dire en plus sur le cas Mérus. Et du coup, pour ce qui est de Goku, au moins on sait qu'il a maîtrisé le Migate. Mais quelle forme, ça, on le saura très certainement dans 1 ou 2 chapitres. Et je suis content aussi d'un autre truc par rapport à Whis qu'on avait discuté avec Fumigène H sur la review combinée là. Je vous invite à voir ça, c'est dans la description. Whis il a certes été balance au grand prêtre, mais il assume quand même que lui aussi a entraîné Goku, mais pour de la bouffe. Autre point qui m'a quand même satisfait, c'est au sujet de Moro. Le mec, même s'il a réalisé une bonne partie de son plan, il continue de progresser, le gars il reste pas à rien faire en mode « je suis les grands méchants, je vais attendre que les gentils s'entraînent. Ah !» Non, le mec il continue de bouffer des planètes et essaie d'atteindre la limite de son pouvoir. Lui au moins il joue pas les empereurs Sith à attendre de se faire niquer. Hein. Ouais, tous ceux qui ont vu Star Wars 9 ils comprendront. Ouais, le cas Moro, sympa. Par contre, le cas Goku qui a maîtrisé le Migate off-screen, ok, je veux bien, mais le Goku qui n'arrive pas à se TP en fin de chapitre, c'est un peu gros quand même. J'espère qu'on aura une excuse valable autre que « ah j'étais trop loin ». Voilà ce qui conclut plus ou moins ce que j'avais à dire sur le chapitre 55. Maintenant, je vais parler un tout petit peu de ce que j'espère pour la suite. Je vais jouer les fanboys, mais je veux que le gros bout se rende utile une nouvelle fois, et je veux revoir Gotenks. Au moins Goten et Trunks en action. Si on apprend pendant 2 mois ils ont rien branlé l'ensemble de la Z-Team, ce serait du gâchis, mais totalement. Je veux pas de nouvelles transformations ou quoi que ce soit. Mais juste les revoir un peu en action, parce que, comme j'ai dit encore une fois dans la vidéo avec Fumigène H, de souvenir, Gotenks on l'a revu au tome 1 de Dragon Ball Super. C'est il y a très longtemps. Surtout c'était pour se prendre des claques par Beerus. Au moins qu'il arrive à gérer quelques hommes de l'armée de Moro. Et pareil pour le gros bout. Je sens qu'il va être l'un des éléments principaux pour niquer Moro parce que Moro ne peut pas absorber son énergie. L'un des trucs qui pourrait être tellement badant et en même temps tellement cool, ce serait que pour la fin de l'arc, Boo il absorbe Moro, il aspire dans son bide quoi, et il se fait péter. Sauf que c'est pas possible. Parce qu'on le revoit à la fin des 42 tomes de Dragon Ball. Hormis s'il se fait péter et qu'après on le ressuscite.
Et avant de vous quitter, je voudrais vous souhaiter bonne fête et partager un dernier petit truc avec vous. Je m'adresse à une petite partie de la communauté actuelle de Dragon Ball. Ne le prenez pas forcément pour vous. Mais arrêtez de chialer pour le retour de Dragon Ball Super, je vous en supplie. Soyez juste patient. Dites-vous qu'il a fallu attendre 13 ans entre la fin de Dragon Ball GT et l'OAV spécial là, le truc Sangoku et ses amis sont de retour, je sais plus trop quoi là. 13 longues années. Essayez de profiter un petit peu de ce que vous avez pour l'instant. C'est-à-dire un petit peu de Dragon Ball Hero. Bon, j'admets qu'il y a des trucs, c'est pas terrible, mais bon, ça fera patienter. En plus, ça revient en mars 2020. Sur ce, je vous dis quelques trucs que la fanbase a proposé, comme les fans manga, les fans animation, etc. Non, je fais pas du tout ma pub, c'est faux. Et surtout, explorer un petit peu de nouveaux horizons. En ce moment, il se passe des trucs sympas sur One Piece, par exemple. Enfin bref.